Les jours qui suivirent furent particulièrement pénibles. Jonathan avait l'impression d'avoir reçu un grand coup sur la tête. Lui qui avait refusé d'accorder trop de crédit à la première bohémienne la prenait maintenant au sérieux. Sa sœur odieuse au comportement ignoble. Il l'avait certes détestée, mais le plus terrible était qu'il l'avait malgré tout sentie sincère. D'une absence inouïe dans la moindre compassion, de la moindre empathie, mais sincère. Une sorte de franchise brutale, désarmante, dévastatrice. Certes, on peut être sincère et néanmoins se tromper, être dans l'erreur tout en étant sûr de soi, n'empêche, tout cela laissait Jonathan sans voix, totalement sonné. Il avait l'impression que le monde vacillait sous ses pieds, que sa vie semblait près de s'effondrer. Lui qui ne s'était jusque-là jamais préoccupé de la durée de son existence, se surprenait maintenant à en envisager la fin. Et certes, et cette idée était inacceptable, insupportable. Il tenta de reprendre le cours normal de sa vie. Il se força à se lever le matin, à l'heure habituelle, assumant sans entrain ses responsabilités, enchaînant ses tâches professionnelles et ses corvées personnelles. Mais la prédiction des bohémiennes le hantait, et au fond de lui, il se demandait si elle n'avait pas raison. Après une semaine, dans cet état semi-léthargique, il eut un sursaut et se décida à rencontrer le docteur Stern. Il exigea un check-up complet, analyse de sang, radio, scanner, IRM, la totale. Le médecin rédigea l'ordonnance tout en lui disant d'une voix détachée qu'en l'absence du moindre symptôme, l'assurance refuserait la prise en charge. On lui présenta un devis de 7 800 $ qui le laissa sans voix. Il le vécut comme une grande injustice. Riche, il aurait pu réagir et, si nécessaire, se soigner à temps. Il rumina sa rancœur jour après jour, puis finit par se résigner. Les examens médicaux n'étaient-ils pas, en fin de compte, inutiles? S'il devait mourir, il mourrait de toute façon. On ne résiste pas à son destin. L'histoire de Catherine de Médicis n'en témoignait-elle pas? Son astrologue, comme Ruggieri, lui avait prédit qu'elle décéderait près de Saint-Germain. Toute sa vie, elle se tint soigneusement à l'écart de tous les lieux portant ce nom, allant jusqu'à ordonner l'arrêt du chantier de construction du palais des Tuileries, trop près de Saint-Germain-l'Auxerrois. Mais un jour vint où elle tomba malade, tellement malade que l'on finit par envoyer un prêtre à son chevet. À l'agonie, elle se tourna vers lui, et dans un ultime effort, elle demanda son nom. Il répondit d'une voix douce et réconfortante. Julien de Saint-Germain. Les yeux de l'ancienne reine de France s'écarquillèrent d'horreur, et elle rendit son dernier souffle. Jonathan était là. Il se sentait comme un oiseau aux ailes criblées de plomb en plein vol. Malgré tout, il continua de se raccrocher à la vie coutumière, même s'il devenait de plus en plus difficile pour lui d'afficher le sourire exigé par sa fonction et ses rôles d'homme de père ou de voisin. Rendez-vous, négo, objection, signature, embouteillage, objectif non atteint. D'accord, monsieur le prospect. Non, monsieur le client. Et puis aussi courses, linge, vaisselle, ménage, poubelle, facture, pétition. La lutte quotidienne reprit. La vie avait juste perdu la saveur qu'elle avait pu revêtir. Saveur qu'il n'avait jamais songé à apprécier auparavant, mais que la perte anoblissait a posteriori. On ne réalise la valeur de la vie que lorsqu'elle est menacée. Désormais, la mort planait en permanence au-dessus de Jonathan, se superposant en filigrane au déroulement de son existence. Au-delà de la peur qui le taraudait malgré lui, son esprit s'était vidé des projets qui auparavant occupaient son attention. Il avait toujours eu l'habitude de se consoler du présent décevant en se projetant dans un futur parsemé de petites promesses agréables. Les vacances de l'année suivante, la perspective de l'achat d'un nouveau meuble, d'une paire de chaussures, d'une nouvelle voiture, l'espoir d'une rencontre, et surtout l'attente du jour où il pourrait enfin emménager dans une maison un peu plus grande.
Tout ce futur auquel il se raccrochait jusque-là lui semblait soudain confisqué. L'avenir avait disparu. Il ne lui restait que ce qu'il avait déjà, ce présent morne et jalonné de problèmes, sans plus d'espoir d'évolution. Un matin, au moment de se lever pour se rendre au travail, il réalisa qu'il ne pouvait plus continuer comme ça. Le cœur n'y était plus. Il ne, trou- il ne trouvait plus le ressort de sa motivation, plus la force de se lever. Le désarroi dans lequel il était plongé l'amenait même à remettre en cause son existence d'avant. Quel sens cela avait-il de vivre ainsi? Où cela le menait-il? Travailler sans cesse, se débattre dans les difficultés, en attendant le week-end pour assouvir dans les magasins les quelques désirs que la société avait réussi à faire émerger en lui, et ressentir alors une infime satisfaction qui ne durait pas, puis travailler, encore, pour pouvoir recommencer le week-end suivant. La vie n'était-elle qu'une alternance d'acharnement et de plaisirs futiles et éphémères? Quant à son ambition secrète, se dépasser en devenant meilleur commercial que Michael, elle n'avait plus guère de sens désormais. Elle lui semblait avoir été une source de motivation dérisoire, sans réel intérêt. Son travail lui-même avait-il du sens? Signer toujours plus de contrats? À quoi cela servait-il, en fin de compte? Jonathan avait besoin de faire une pause, d'interrompre cet enchaînement infernal, et de prendre du recul, de décider ce qu'il voulait faire du reste de sa vie. Si jamais il devait mourir avant la fin de l'année, que serait-il satisfait d'avoir vécu pendant ces derniers mois? Il réunit ses associés et leur expliqua que des problèmes personnels l'obligeaient à faire un break. Son absence n'aurait pas d'incidence financière pour eux. La répartition des revenus était proportionnelle au contrat signé par chacun. Le suivi des dossiers en cours serait effectué par l'assistante. Tu seras absent longtemps? Demanda Michael. Jonathan respira profondément. Il n'en avait pas la moindre idée. Le temps qu'il faudra. Angela ne fit pas le moindre commentaire. Ce jour-là, Michael leur accompagnait gentiment à la porte du cabinet. J'ai bien compris que ça n'allait pas, lui dit-il en baissant la voix. Écoute, prends ton temps et songe à ma proposition. De retour chez lui, Jonathan jeta dans un sac de voyage le minimum nécessaire, sauta dans une vieille Chevrolet blanche et fonça sur la route 101, plein sud. Libéré de l'habituel brouillard matinal, le ciel d'un bleu intense lui sembla immense.